Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Ce soir, on a décidé de s'intéresser à un pays tout proche de nous, l'Espagne. Tout proche parce que le destin de la Suisse et de l'Espagne a souvent été mêlé, entre autres par les migrations dans les deux sens et de tout temps. Mais l'Espagne aujourd'hui, il faut bien le dire, nous inquiète. Il y a bien sûr la question de la Catalogne qui a été l'occasion de violences policières jamais vues dans l'Union européenne, mais il y a aussi la crise monumentale des institutions, les scandales qui s'enchaînent autour d'une des plus vieilles monarchies du monde. Pour nous, les Suisses, la fonction d'une reine ou d'un roi reste plutôt obscure. On comprend mal qu'en plus de vivre aux frais du contribuable, les monarques se comportent comme des stars capricieuses et corrompues. C'est dire si le spectacle de la décadence totale de la monarchie espagnole est une énigme. C'est surtout un incroyable roman qui réunit tous les ingrédients d'un polar. Au cœur du récit, le roi Juan Carlos, une personnalité complexe et un parcours affectif chamboulé. Sur son chemin, des faits divers mystérieux et sanglants, du sexe et des maîtresses pour cet homme à femme, et l'argent, une obsession qui va le conduire à sa perte. C'est cette histoire que Roland Rossier et Mauro Losa ont reconstituée grâce à des documents et témoins inédits. Cette histoire folle, qui implique aussi les banquiers privés de Genève, n'avait jamais été racontée en télévision. La voici. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva todo el mundo! La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Juan Carlos de Bourbon. C'est l'histoire d'un roi qui avait tout pour réussir. Chef suprême de l'État espagnol, il était adulé par son peuple. Après 40 ans de règne, son image s'est pourtant ternie. Un safari en Afrique, une amante insoumise et une affaire financière à Genève vont signer sa chute. L'Espagne s'entre-déchire dans une guerre civile débouchant sur une dictature, celle du général Franco. En 1938, Juan Carlos voit le jour à Rome, où sa famille, la branche espagnole de la maison de Bourbon, se trouve en exil. Seul biographe espagnol ayant accepté de nous accorder une interview, cela fait plus de 20 ans que Rebecca Quintans s'intéresse à la figure du roi Juan Carlos. On raconte que la famille de Juan Carlos a dû s'exiler, qu'ils seraient pratiquement nés dans la misère, qu'ils sont partis d'Espagne comme des indigents, les pauvres, et que ce serait cela qui explique cette anxiété de Juan Carlos pour gagner de l'argent. Mais c'est une légende absurde. Ce n'est pas vrai qu'ils aient été dans la misère, car même si la République avait saisi leurs biens, ils leur ont été restitués sous le franquisme. Ils ont retrouvé leur propriété en Espagne, on leur a permis de reprendre leurs bijoux, ils recevaient même une aide mensuelle de l'État pour qu'ils puissent vivre une vie de palais avec des voitures de luxe. Ils ont vécu comme des rois en exil, dans l'opulence et sans être dans le besoin. Après son enfance à Lausanne, le petit prince découvre une autre ville suisse, Fribourg. Placé dans un internat chez les pères marianistes, il n'est âgé que de 8 ans. Et il n'a que 10 ans lorsque son père, Don Juan de Bourbon, l'envoie en Espagne. Don Juan confie l'éducation de son fils aîné à Franco, dans l'espoir de restaurer la monarchie. C'est la deuxième fois que le jeune garçon est abandonné par ses parents. Spécialisé dans la psychiatrie familiale, Robert Neuburger livre son analyse. Vous savez, la petite enfance est quand même souvent très déterminant sur le trajet de quelqu'un. Une question que je pose quelquefois à des patients ou des couples que je rencontre, comment avez-vous appris à aimer? Alors, il y a une catégorie de gens, et je pense que Juan Carlos en fait partie, que j'appelle les mal-aimés. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas appris à aimer. Parce que, si on voit son trajet, il a eu extrêmement peu de contact avec sa famille, avec ses parents en particulier, qui apparemment l'ont rétrocédé à Franco. Hein. Il a été donné à Franco quand même. Hein. Son instruction se déroule dans une école du régime franquiste à Madrid. L'été, il respire à Estoril, au Portugal, où résident ses parents et d'autres familles royales, dont celle de Savoie.
La princesse Marie-Gabrielle de Savoie se souvient de cette époque. Il revenait pour les vacances, voilà. On le voyait pour les vacances. Il était toujours très enthousiaste, très de bonne humeur, toujours voulant faire des tas de choses. Il était... c'est un gentil garçon, vraiment un cœur d'or. On a eu un petit flirt quand on avait 13-14 ans, puis voilà, rien de spécial, mais on était... Vous savez, mes parents trouvaient ça très bien, parce que dans le mariage entre les Savoie et les Bourbons, Parme, Sicile, ce que vous voulez, il y a eu dans les 43 mariages dans l'histoire. Donc, un de plus, un de moins, ça aurait été peut-être une bonne idée, mais enfin, moi, je n'avais aucune envie de me marier. J'avais 17 ans, non, que j'avais 15 ans. J'aime beaucoup mon cousin, mais je l'aime pas d'amour, voilà, d'affection. Comment on peut dire ça? Je l'ai toujours aimé avec beaucoup d'affection. Ouais. Mais vous savez, les mariages arrangés, c'était quand on avait des pays, nous étions des pions, les femmes. Et puis il est parti faire son service militaire. Il a eu 6 ans de service militaire, donc 2 dans l'infanterie, 2 dans la marine, 2 dans l'aviation. Il est un homme qui était très dévoué à son pays. Ça, je le sais, parce qu'il m'a dit qu'il était tout à fait prêt pour servir son pays. Et il l'a fait, d'ailleurs. Et il l'a fait bien. L'ayant pressenti comme successeur possible, le général Franco veut que le prince ait une solide formation. Et Juan Carlos l'achève à l'Académie militaire de Saragosse. À 18 ans, il va vivre un drame fondateur. En vacances avec sa famille et ses amis au Portugal, Juan Carlos tue accidentellement avec un pistolet son frère cadet, Alfonso, alors âgé de 14 ans. Marie-Gabrielle de Savoie s'en souvient encore. C'était un jeudi saint, je me rappelle. Ils étaient en train de jouer avec des pistolets, et puis il y en avait un qui était chargé, et le coup est parti, c'est évidemment. Vous savez, ça, c'est les enfants qui sont un peu inconscients. Ce sont des accidents terribles. Enfin, ce sont les aléas de la vie. Ce qu'on a raconté alors à l'opinion publique, c'est que les 2 enfants étaient en train de jouer avec un pistolet, 2 enfants jouant avec une arme qui se décharge accidentellement. Maintenant, on sait qu'ils n'étaient pas des enfants, que Juan Carlos avait plus de 18 ans, qu'il suivait une formation militaire, en particulier dans le maniement des armes. On soupçonne également que le pistolet, qui était d'un petit calibre, était un cadeau personnel de Franco. Ni les autorités portugaises, ni les Espagnols n'ont mené d'investigation au niveau policier ou judiciaire suite aux pressions du régime franquiste qui a réussi à étouffer l'affaire. Par des témoignages d'amis d'enfance du roi, on sait qu'au sein de la famille royale, il y a eu beaucoup de suspicions. Don Juan avait des doutes quant au fait que Juan Carlos ne l'ait fait intentionnellement. Il l'aurait même obligé à jurer à genoux devant le drapeau espagnol qu'il ne l'avait pas fait délibérément. Alors la question, c'est quelle trace ça laisse chez lui, comment il a intégré ça plus tard. Est-ce que c'est resté quelque chose qu'il a... Je ne sais pas. Alors là, c'est très difficile de savoir en quoi ça a joué dans ses rapports ultérieurs. D'autant plus que, finalement, en étant roi, il n'a plus de rivaux. Juan Carlos reste fortement lié à la Suisse. C'est à Lausanne, où réside sa grand-mère paternelle, qu'il choisit de se fiancer avec Sofia, princesse de Grèce et de Danemark. Un an plus tard, leur mariage est célébré à Athènes. Franco encourage cette union avec l'héritière d'une des dynasties régnantes d'Europe. 3 enfants naîtront de ce mariage. Elena, en 1963. Christina, en 1965. Et enfin, le futur héritier tant attendu, Felipe, en 1968. Il a eu 3 enfants. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on attendait de lui. Il n'avait pas le choix.
Donc il a été jusqu'à faire un garçon, puis une fois qu'il a fait un garçon, bon, son boulot était fini, hein. Il avait assuré la transmission, si je peux dire. Son chemin est alors tout tracé vers le sommet de l'État espagnol. En 1969, 13 ans après la mort brutale de son frère, Juan Carlos est confronté encore à un dilemme digne d'une tragédie grecque. Pour accéder au trône, il va devoir trahir son père, Don Juan de Bourbon, qui espérait encore devenir roi. Depuis 1969, Juan Carlos est l'héritier désigné du général Franco au titre de futur roi d'Espagne. Et en acceptant cette fonction face au Parlement franquiste, il a juré solennellement respecter les principes du mouvement national. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Il a trahi son propre père en acceptant le poste de successeur de Franco, sautant ainsi l'ordre successoral et contre l'avis de son père, Don Juan. Ce n'est pas comme si le père lui avait dit « fais-le, c'est bien que tu le fasses ». Non, le père n'a pas du tout apprécié, il s'est vraiment fâché avec Juan Carlos. C'est la comtesse de Barcelone qui a fait beaucoup pour calmer les eaux. C'est toujours difficile, mais à un moment donné, il faut se raisonner. Eh oui. Si on rate son tour, ben voilà, il faut être content pour l'autre. Formaté par le régime franquiste, Juan Carlos s'est désormais éloigné de son père naturel, Don Juan de Bourbon, et s'est rapproché de son père spirituel, le général Franco. Pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Juan Carlos s'adonne à ses loisirs préférés. Mais une grande partie des Espagnols souffrent encore des blessures de la guerre civile. Beaucoup d'entre eux doivent encore s'exiler pour des motifs politiques ou économiques. Arrivée en Suisse en 1960, fille d'un républicain emprisonné par les franquistes, Marie-Carmen Cid se souvient de ces années terribles marquées par la dictature. C'était une peur que j'ai vécue pendant 20 ans. Ça, il n'y a pas de doute. J'avais toujours peur qu'il revienne de nouveau les mauvais. Pour moi, c'était les mauvais. Qui revient et qui nous fasse de nouveau du mal. Et quand on est venu en Suisse en 60, en vacances, j'ai vécu toujours avec ma mère puisque j'étais la dernière. Les autres, ils étaient mariés. Et en arrivant en Suisse en vacances, j'avais toujours mon travail à Barcelone, très bien. J'ai eu la sensation d'enfin, personne ne pouvait me faire du mal. Et là, c'est la raison pour laquelle on est resté. D'origine galicienne, José Gil raconte de son côté comment il a émigré en Suisse en 1978. En tant qu'Espagnol, on voyait tous ces étrangers qui venaient de la Suisse avec des grandes voitures, etc. Donc nous, on était un peu rares. Et je dis à mes collègues, écoute, je vais en Suisse, je reste une année, je vais m'acheter une voiture, après je reviens, et voilà, on va s'amuser. Ce qui n'a pas été le cas, bien sûr, parce que ma première voiture, je l'ai achetée quand j'avais 30 ans seulement. C'était pas si facile que ça, la Suisse, quand même. Dans les années 70, les manifestations contre le franquisme se multiplient en Suisse. Des milliers de personnes descendent dans la rue pour dénoncer les exactions d'un régime moribond. Espagnoles, Franco a muerto. En 1975, la mort de Franco, le dictateur au pouvoir pendant 36 ans, a frappé les Espagnols. Tristesse pour les uns, libération pour les autres. José Gil vivait alors à Barcelone. Il se rappelle de ce jour mémorable. On n'y croyait pas trop parce qu'à cette époque-là, il fallait pas trop parler.
Et on s'est retrouvé un peu comme libéré, un peu, parce que voilà, on s'est trouvé un peu enfermé dans cette Espagne de l'époque, un peu cloisonné. On n'avait pas le droit d'aller vers les autres, aller à l'extérieur. Donc on était vraiment enfermés. Et pour nous, moi personnellement, dans notre classe, c'était un peu comme une petite libération. Et la question était de dire qu'est-ce qui va se passer. Parce que cette peur, elle était toujours, malgré tout, de dire il va y avoir de nouveau une guerre, les Espagnols ils vont s'entretuer. Il y avait les franquistes, il y avait les rojos, qu'on disait. Et ça, c'est quand même mon pays d'origine. Hein. Donc ça m'a touchée. Alors voilà, c'était ça. Et c'est là que le roi a intervenu. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Le couronnement de Juan Carlos Ier a lieu 2 jours seulement après la mort de Franco. Juan Carlos accède au trône à 37 ans, en s'affichant comme le garant de la continuité du régime franquiste. Sa jeunesse et sa modernité séduisent pourtant les Espagnols, qui espèrent que leur pays ressemblera à son image. Tout le monde était pro-Juan Carlos. Ils avaient tendance toujours à dire « Moi, je ne suis pas monarchiste, mais je suis Juan Carliste ». L'Espagne s'affranchit du carcan imposé par la dictature franquiste et les mœurs se libèrent. C'est à cette époque que le nouveau chef de l'État se révèle comme un grand séducteur. Le mode opératoire de Juan Carlos avec ses maîtresses, c'est qu'il a une relation plus ou moins sérieuse et respectable avec l'une d'entre elles, tout en ayant en parallèle des aventures occasionnelles. Sans oublier son épouse officielle, la reine Sofía, avec laquelle il n'a pratiquement plus de relations intimes depuis des décennies, comme tout le monde le sait. Là où c'est intéressant, je trouve, c'est quand même son rapport aux femmes, de façon un peu plus générale. Effectivement, il partage la façon d'opérer que j'ai pu repérer sur pas mal de mal-aimés. C'est-à-dire cette espèce de soif d'être aimé, mais d'incapacité d'aimer. C'est quelqu'un qui, à mon avis, était incapable d'aimer une femme. Le secrétaire de la Maison royale d'Espagne, qui était aussi son secrétaire personnel, Sabino Fernández Campos, a raconté que lorsque le roi voyait de belles filles passer à la TV, une présentatrice, une chanteuse ou une danseuse, il demandait qu'on les lui amène à la Zarzuela, la résidence royale, presque comme un seigneur féodal réclamant son droit de cuissage. Une autre affaire glauque au sujet des amantes de Juan Carlos a été la mort non élucidée de Sandra Moszarowski, une très jeune actrice des années 70 dont on savait qu'elle entretenait une relation avec Juan Carlos. C'était connu dans le milieu artistique de la capitale par une certaine presse, même si cela n'était pas rendu public dans les médias. On a su que Sandra était enceinte et qu'elle voulait garder l'enfant. Par la suite, on a appris qu'elle était tombée depuis sa terrasse, en étant seule chez elle, soi-disant en arrosant ses plantes. Cet épisode obscur n'a jamais fait l'objet d'une investigation. Côté affaires, Juan Carlos saisit rapidement l'importance de nouer d'étroites relations avec les pays arabes, à une époque où les crises pétrolières malmènent l'économie. Il soigne les successifs rois d'Arabie saoudite qu'il considère comme ses frères. Des rumeurs circulent alors sur la perception de commission de sa part.
Il semblerait que les premières commissions apparaissent, à moins qu'il y en ait eu d'autres avant dont on ne sait rien, pour sa médiation dans l'achat de pétrole en 1973. Par ce biais, l'Espagne a pu être approvisionnée par l'Arabie saoudite en pleine crise du pétrole. Certains parlent d'$1 et d'autres de $3 par baril. Et cela n'a fait qu'augmenter le prix du pétrole pour le citoyen espagnol, car la Maison royale percevait une partie du surcoût de ce produit. Chef de la diplomatie espagnole et ancien ambassadeur auprès de l'ONU, Inocencio Arias a accompagné le roi Juan Carlos dans une quarantaine de pays. Il se souvient des relations étroites entre le monarque et les pays producteurs d'or noir. Le roi d'Arabie saoudite avait dit que tant qu'il régnerait, l'Espagne ne manquerait pas de pétrole. Mis à part son amitié personnelle avec lui, notre roi a réalisé alors que le monarque saoudien avait fait quelque chose d'important, non seulement pour lui, mais pour l'Espagne. Le roi est toujours soucieux de l'avenir de l'Espagne. Sa préoccupation, c'est l'Espagne. Que l'Espagne aille de l'avant. La situation en Espagne reste tendue, pour 3 raisons. Une armée toujours nostalgique du franquisme, un parti communiste légalisé désirant peser dans le nouvel échiquier politique, et une organisation terroriste basque, l'ETA, qui multiplie les attentats. Face à ce cocktail explosif, des putschistes préparent en coulisses un coup d'État militaire. Tout à coup, un homme fait irruption dans mon bureau. C'était un monsieur qui travaillait pour moi dans la section des dépêches et l'air abasourdi, il me dit « Directeur, il y a un assaut en cours au Parlement. » Moi, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Comment ça, un assaut? Au Congrès? Oui, des militaires ont donné l'assaut au Parlement. Toute cette incertitude et cette nervosité ont disparu vers minuit et demi quand le roi est apparu en uniforme du chef de l'armée à la télévision espagnole et a fait comprendre que tout cela devait se terminer, qu'en fait c'était terminé et que l'Espagne voulait retrouver une vie législative et démocratique normale. Que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Juan Carlos, dès lors considéré officiellement comme le sauveur de la démocratie, vit une véritable idylle avec un peuple espagnol reprenant goût à la liberté. Il acquiert ainsi une stature internationale. Je trouve qu'il a très bien fait son rôle, hein, parce qu'il y a eu un déséquilibre total, militaire et tout. Et là, de nouveau, une peur de dire, tiens, ça recommence, hein, on finit jamais. Alors que là, il y a eu un esprit et une sérénité pour parler aux Espagnols. Il faut dire qu'il avait beaucoup de militaires en sa faveur, ce qui a rassuré le peuple que c'était très important. En l'absence d'une déclassification des archives de l'époque, le rôle exact joué par Juan Carlos dans ce coup d'État avorté reste à définir. Le roi d'Espagne est au sommet de sa gloire. On le voit partout. Mondial de foot, Jeux olympiques de Barcelone. Adulé par une majorité d'Espagnols, Juan Carlos est alors intouchable. Protégé par une constitution espagnole lui garantissant l'impunité, rien ne semble alors lui résister. Il s'est constitué aussi un sentiment d'exister au travers des multiples relations qu'il a eues avec des femmes, également avec ce pouvoir au fond, qui s'est octroyé sur les animaux. Tuer un animal, oui, tuer, il y a une jouissance de tuer. Parce que c'est une prise de pouvoir sur la vie de l'autre. Suivant la tradition des Bourbons, Juan Carlos affectionne la chasse depuis toujours. En 1998, lors d'un voyage dans le Caucase, il ne boude pas son plaisir lorsque Nursultan Nazarbayev, le maître autocratique du Kazakhstan,
lui offre une extraordinaire parure composée de peau de léopard des neiges, l'une des espèces les plus menacées au monde. Ancien maire d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, l'opposant politique Viktor Krapounov a rencontré dans son pays en 2002 le roi d'Espagne, venu en voyage privé pour chasser. Il lui fait visiter la région, lui offre un sabre et il est présent à l'aéroport lorsque le monarque s'apprête à repartir. Il raconte alors ce qu'il a vu. À l'époque, une de mes fonctions était d'accueillir des monarques ou des présidents lors de leur arrivée à Almaty et de raccompagner ces autres VIP également lors de leur départ. Normalement, j'arrive à l'avance à l'aéroport pour m'assurer que tout est en ordre. Et ce jour-là, j'ai vu en arrivant à l'aéroport l'avion de Juan Carlos stationné à côté de la salle VIP. Ils étaient en train d'embarquer dans la soute toute une série de trophées de chasse. Des têtes de mouflons avec leurs cornes en spirale, des sangliers sauvages et plein d'oiseaux. Mais Viktor Krapounov a aussi assisté à une scène étrange. J'étais dans la salle VIP quand les deux chefs d'État du Kazakhstan et d'Espagne sont arrivés. Ils sont sortis des voitures pour gagner la salle VIP. Et c'est là que j'ai vu des hommes de la sécurité personnelle du président du Kazakhstan apporter 4 mallettes dans la cabine de l'avion de Juan Carlos. Quand l'avion était prêt à décoller, Nursultan Nazarbayev, qui était à côté de moi, m'a dit à propos de Juan Carlos, « Tu vois, lui c'est un roi, mais il est pauvre et je dois l'aider comme je peux. » Selon un ancien dirigeant des services secrets kazakhs, ces mallettes auraient contenu 5 millions de dollars. Le gouvernement kazakh actuel n'a pas souhaité détailler le contenu des mallettes. Quoi qu'il en soit, des entreprises espagnoles ont, suite à cette visite privée du roi Juan Carlos, décroché de gros contrats au Kazakhstan, à l'exemple d'une commande d'1 milliard d'euros pour les trains Talgo en 2012. Ces voyages privés à l'étranger du roi se sont multipliés sans que, curieusement, l'opinion publique en soit informée. Comme si un pacte de silence protégeait ses agissements. D'où vient ce pacte? C'est le grand pacte de la transition, protéger la monarchie. Qui est derrière cette entente? Les grands groupes de communication, les grandes banques et certains partis politiques, précisément ceux qui se sont partagés le pouvoir en alternance tout au long de ces dernières années. Ce n'est pourtant pas en Espagne, mais depuis le Botswana qu'un événement va soudainement faire éclater ce pacte de silence. Dans cette vidéo publique provenant du site 777ranch.com et visible sur YouTube, l'organisateur de safari de luxe Jeff Ran vante une chasse réservée à une certaine élite. C'est au cours d'une chasse similaire que Juan Carlos abat un autre éléphant. Cette photo fait le tour du monde. Le scandale éclate, faisant les manchettes de la presse mondiale. Ancien ministre de la Défense et président du Parlement, José Bono a eu des contacts pratiquement quotidiens avec le roi. Il se souvient de cette chasse à l'éléphant. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Ma fille, âgée de 11 ans à cette époque, qui m'avait souvent entendu parler du roi, m'a demandé « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai que le roi a tué un éléphant. » Et à ce moment-là, quand j'ai dû lui répondre que c'était vrai, j'ai réalisé que d'avoir tué cet éléphant allait causer au roi beaucoup plus de problèmes que ce qu'il aurait pu imaginer quand il est parti chasser. La contestation gagne la rue dans une Espagne touchée par la crise économique. Mais cette affaire révèle aussi la présence d'une femme, Corinna zu Sein-Wittgenstein, dont l'image inonde les réseaux sociaux. Divorcée en 2004 d'un prince allemand, elle rencontre cette année-là le roi Juan Carlos au cours d'une partie de chasse et devient son amante. L'apparition médiatique de cette femme choque l'opinion publique et entame profondément l'image du roi. Là, il n'a pas été correct ni avec sa famille, ni avec quand même son peuple, ça c'est clair. Et ça diminuait un peu dans l'estime, hein. C'est pas très joli.
Ancien directeur adjoint du quotidien El Mundo, Eduardo Inda a créé en 2015 OK Diario. Ce média digital est à la pointe dans le domaine des enquêtes sensibles sur la monarchie, et en particulier sur l'affaire de la chasse au Botswana. Comment est-ce qu'on a su qu'il était en train de chasser des éléphants et qu'il était avec Corina? Parce qu'il était en pleine savane, dans une cabane, un lodge de luxe. Il est tombé du lit et il s'est fracturé la hanche. Il a dû être rapatrié en urgence. Il était accompagné par 3 ou 4 gardes du corps, mais ne disposait pas de l'infrastructure officielle qui entoure habituellement le chef de l'État, le roi d'Espagne. On a dû le ramener en Espagne. Les médias ont alors ébruité qu'il s'était fracturé la hanche. Ils ont dévoilé que c'était au cours d'une chasse à l'éléphant et ils ont raconté qu'il était avec Corina, qui était sa maîtresse à l'époque. On l'opère et quand il récupère de son intervention et qu'il sort de l'hôpital, il prononce cette phrase célèbre, un peu bête, de petit enfant, et je ne sais pas qui a bien pu la lui souffler. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. On savait déjà depuis longtemps qu'il chassait des éléphants et qu'il avait participé à de nombreuses parties de chasse. Même le soi-disant scandale d'être accompagné par son amante avait des précédents, d'autres affaires antérieures. Mais Botswana et l'éléphant du Botswana ont réussi à briser le silence des médias les plus conservateurs et la nouvelle a fait la une des revues et des journaux télévisés des grandes chaînes de télévision. Ignacio Sembrero est un journaliste espagnol spécialisé dans les enquêtes politiques. 2012, c'est vraiment l'année du tournant, c'est l'omerta, la loi du silence que s'est imposée d'abord la classe politique et ensuite la grande presse de Madrid et de Barcelone se rompt avec ce voyage du roi avec Corina Larsen et son fils au Botswana. Corina et Juan Carlos partagent une passion commune pour la chasse. Quand elle rencontre le roi d'Espagne, elle travaille pour Boss & Co, plus ancien armurier de Londres, et organise des safaris VIP. Je pense que cette femme lui a résisté. Et là ça l'a coincé. C'est comme un gibier qui lui échappe. Et là, il a plongé. En novembre 2020, accompagné par Manuel Cerdán, chef de la cellule enquête de OK Diario, Eduardo Inda réalise à Londres une interview exclusive de Corina Zusain-Wittgenstein, visible sur leur site public. Des extraits nous ont été accordés. Le safari au Botswana n'a pas été rendu public d'une manière classique. Normalement, un paparazzi vole une photo ou quelqu'un commet une indiscrétion. Puis, soudainement, la nouvelle est reprise par tous les médias. Dans ce cas, notre voyage a été rendu public délibérément, selon son propre aveu, par le général Sanz Roldan. Ancien chef des services secrets espagnols, le général Félix Sanz Roldan avait dans son radar Corina. Je crois que ceux qui ont filtré l'information du voyage au Botswana, c'est le Centre national d'intelligence, les services secrets espagnols, car il y avait de nombreuses pressions, à commencer par la famille royale, pour que le roi quitte Corina. Sanz Roldan a une responsabilité dans la destruction de notre relation, et je pense que sa mission était de la détruire, car il ne m'approuvait pas. Et il n'était probablement pas le seul dans ce cas. Juan Carlos m'a confié en 2011 avoir été mis au courant de conversations secrètes qui se sont déroulées au palais derrière son dos. Il a clairement identifié que la reine Sofia était impatiente de voir son fils Felipe accéder au trône, car elle avait beaucoup plus d'influence sur son fils que sur son mari. Voilà exactement ce qu'il m'a dit. Je suis convaincue qu'il a été victime d'un complot pour le pousser à abdiquer. Corina a été la victime des services secrets de ce pays. Ils l'ont harcelée, menacée. Ils ont même cambriolé son appartement de Monaco qu'ils ont fouillé pendant 5 jours pour chercher des dossiers et les détruire. Et ils ont laissé l'appartement sans dessus-dessous. Quand votre maison et votre bureau ont été cambriolés et que les agents secrets d'un pays comme l'Espagne passent la frontière en toute illégalité pour y mener des opérations clandestines,
en empiétant la souveraineté d'autres pays et sans respecter les protocoles s'appliquant normalement pour ce type d'opération, vous réalisez qu'ils peuvent vous atteindre où ils veulent. Ce même jour, je me suis rendue en Suisse. J'ai découvert qu'on avait déposé dans mon appartement de Villars un livre sur la mort de la princesse Diana. On avait donc réussi à pénétrer également dans mon appartement en Suisse. J'ai aussi reçu un appel téléphonique et une voix m'a rappelé qu'il existait beaucoup de tunnels entre Monaco, où je réside, et Nice. Mais Corinna Zusain-Wittgenstein était aussi une femme d'affaires profitant de sa relation intime avec le roi d'Espagne. C'est en février 2006, à Stuttgart, que tout se joue. En tailleur crème, une femme suit à peu de distance le roi Juan Carlos en visite en Allemagne. En accompagnant le roi comme consultante, elle représente alors, officieusement, les intérêts de l'Espagne à l'étranger. Lors d'une réception chez le consultant allemand Manfred Osterwald, qui entoure sur cette photo Juan Carlos et Corinna, on discute grand projet. Mais pourquoi les services secrets espagnols lui en voulaient? En savait-elle trop? À ma connaissance, je n'ai jamais possédé de documents sensibles ou classifiés reliés à des politiciens espagnols ou à des intérêts de l'Espagne. Toutes ces révélations éclatent quand un ancien policier, habitué des intrigues de haut niveau, la piège en l'enregistrant. Dans ses audios rendus publics par OK Diario, elle incrimine en privé le roi pour avoir touché des commissions illicites et ouvert des comptes opaques en Suisse. En juillet 2018, une source nous transmet l'enregistrement d'une conversation entre un commissaire espagnol, le commissaire Villarejo, et Corinna Zusain-Wittgenstein. Dans ces enregistrements, Corinna parle sans équivoque du roi, de sa participation à des commissions opaques, des comptes en banque qu'il aurait cachés dans des paradis fiscaux. Et même si elle le rapporte en privé, lorsque nous publions ces enregistrements, l'affaire éclate. Et ça pousse Yves Bertossa à démarrer son enquête, qui se poursuit de nos jours, et dont j'espère qu'elle aboutira bientôt. Le procureur genevois Yves Bertossa ouvre une enquête pour blanchiment de capitaux. Il demande l'aide de la justice espagnole dans ce document que nous nous sommes procurés. C'est une commission rogatoire traduite en espagnol où le procureur indique que, à partir de 2006, l'Arabie saoudite lance un concours international pour construire un train à grande vitesse reliant Médine à la Mecque. Pour gagner ce concours d'un montant estimé à plus de 6,3 milliards d'euros, plusieurs entreprises espagnoles se sont portées candidates en offrant un rabais de 30% à l'Arabie saoudite. From Mecca to Medina. Construit par un consortium espagnol, ce train, que l'on voit dans ce film promotionnel visible sur YouTube, est désormais en fonction. Une question demeure. Le rabais offert aux Saoudiens a-t-il été accordé en échange du paiement de commission? Yves Bertossa étoffe son enquête en se basant sur les déclarations de Corinna Zusain-Wittgenstein, affirmant que Juan Carlos avait perçu des commissions illégales liées à des contrats publics obtenus par des entreprises espagnoles et que l'ancien roi d'Espagne aurait réclamé le paiement d'une commission illicite d'un montant de 80 à 100 millions d'euros pour sa participation à l'adjudication à un consortium d'entreprises espagnoles chargé de construire la ligne reliant Médine à la Mecque. Le roi aurait aussi caché une partie de ses fonds dans des comptes bancaires à Genève, au nom d'hommes de paille, parmi lesquels un avocat et un gérant de fortune. Un versement intrigue le procureur Bertossa. 65 millions d'euros, l'équivalent de 100 millions de dollars, virés par l'Arabie saoudite. Le roi affirme qu'il s'agit d'une donation. Mais, comme le relate la presse suisse, ces fonds ne pourraient-ils pas provenir de commissions liées au train du désert? Sachant que dans ce pays, les gros travaux ne sont possibles qu'après la bénédiction des monarques saoudiens, le roi d'Espagne avait préparé un voyage à Riyad, où il avait notamment retrouvé une femme d'affaires opérant dans la sphère saoudienne, l'Iranienne Chapari Zanganeh. Qui est Chapari Zanganeh? C'est une intermédiaire iranienne de haut niveau, très connue dans les milieux financiers internationaux, recommandée comme par hasard par Juan Carlos, et c'est elle qui touche la presque totalité des plus de 200 millions d'euros qui ont été payés en commission dans le cadre de l'octroi du contrat de construction du train de haute vitesse La Mecque-Médine à des entreprises espagnoles.
Dans l'enregistrement qui a déclenché l'enquête du procureur Bertossa, Corinna Zusain-Wittgenstein dit que le roi Juan Carlos avait réclamé sa part dans cette affaire. So the king said, "What about my commission? I made the train deal. I spoke to my friend, my brother in Saudi." Depuis, elle affirme publiquement ne pas reconnaître sa voix dans ces bandes-sons enregistrées à son insu. Selon les médias espagnols, l'auteur présumé de ces audios, le commissaire Villarejo, aurait été piloté par les services secrets espagnols afin d'établir ce que savait Corinna sur ses affaires d'État. Et qu'en est-il de ces 65 millions ? Yves Bertossa a découvert que le roi Juan Carlos s'est mis en contact avec l'avocat et le gérant de fortune genevois pour qu'il crée un montage financier afin de recevoir une donation de la part du monarque saoudien. En 2008, les deux hommes de paille créent au Panama la fondation Loukoum, au nom de Juan Carlos. Le roi d'Arabie saoudite transfère 65 millions d'euros sur le compte de la fondation Loukoum à la banque Mirabeau. En 2012, Juan Carlos transfère une partie des fonds à Corinna. L'argent passe de Genève à Nassau aux Bahamas, à la banque Gonnet, qui n'a pas souhaité clarifier son rôle. Entre 2016 et 2017, après des achats immobiliers, Corinna vire l'argent restant, 42 millions de dollars, dans une banque américaine. En décembre 2018, l'avocat et le gérant de fortune, la banque Mirabeau, ainsi que Corinna Zusain-Wittgenstein sont prévenus, c'est-à-dire soupçonnés de blanchiment aggravé. En cas de jugement, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. En l'état de l'enquête, tous bénéficient de la présomption d'innocence. Aucun des prévenus genevois, via leurs avocats respectifs, n'ont souhaité s'exprimer. Pour des raisons légales, nous avons choisi de ne pas divulguer les noms de l'avocat et du gérant de fortune, leurs défenseurs n'hésitant pas à brandir des menaces. Quant à la banque Mirabeau, elle indique avoir agi conformément aux droits et à ses devoirs. Maître Vincent Jeanneret, avocat et expert en matière bancaire, donne son point de vue. Moi, je ne peux pas en particulier m'exprimer sur la procédure en cours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une banque qui accepte de l'argent vérifie son origine, les circonstances dans lesquelles cet argent lui est remis, et ne l'accepte qu'après un certain nombre de vérifications. Tout dépend effectivement de l'avis que se fait la banque sur le régime en place à l'étranger, mais à partir du moment où il émane d'une autorité valablement constituée et constituée au regard du droit international public, il n'y a pas d'interrogation spécifique à avoir. Le pays que vous citez ne fait pas partie des pays mis à banc de la communauté internationale ou qui fassent l'objet d'un embargo ou d'une mesure décrétée par le Conseil fédéral à son endroit. Donc je ne vois pas qu'à partir du moment où de l'argent vienne du ministère des Finances, on puisse avoir un problème quant à la licéité à l'origine de l'argent. Lors de son interview à OK Diario, dans un extrait visible sur leur site que l'on reproduit avec leur accord, Corinna Zusain-Wittgenstein donne sa version des faits. Ces 65 millions étaient un cadeau qu'il avait reçu de l'ancien roi Abdallah d'Arabie saoudite en 2008. Nous savons que les familles royales espagnoles et saoudiennes ont noué des liens étroits d'amitié. Quand Juan Carlos était très malade, en 2011, il a commencé à me parler de sa volonté testamentaire. Il voulait offrir un certain nombre de choses à mon fils. Il était préoccupé que sa famille ne respecte pas sa volonté s'il la consignait dans un testament classique. Il a voulu donc nous faire un don. Je n'ai jamais cherché à comprendre. Je n'ai jamais discuté avec lui du montant. Vous devez comprendre que je ne lui ai jamais demandé quoi que ce soit. Tout cela relevait de son désir personnel et on ne peut pas discuter avec un homme sur ce qu'il veut vous donner. J'ai reçu cette somme très élevée. C'était un cadeau extrêmement généreux. Pour moi, cela a été une grande surprise. Mais ces 65 millions versés par les Saoudiens à Juan Carlos en 2008, puis reversés à Corinna en 2012, cadeau, ou, comme le relate la presse internationale, commission opaque liée à ce contrat du train du désert. Le procureur Bertossa doit encore le démontrer. Je crois que le procureur Bertossa veut faire un certain nombre de vérifications. Et puis, il arrivera un moment où il devra prendre la décision, soit de classer, soit de renvoyer en jugement. J'ai le sentiment que pour l'instant, il doit surmonter ces deux obstacles assez difficiles, qui sont d'une part la démonstration d'un crime préalable et d'autre part de savoir quel type d'infraction il peut reprocher concrètement dans le cas d'espèce. C'est vrai, l'histoire des 100 millions, ça fait beaucoup. Pour un roi de l'Arabie saoudite qui s'achète, par exemple, un joueur de foot 200 millions, 300 millions, c'est rien du tout. Vraiment,
enfin, c'est rien. C'est vrai qu'il aurait dû les déclarer, ça c'est une bonne chose, mais je dois dire qu'à l'époque, tous les gens qui gagnaient beaucoup d'argent, c'est une espèce de chose naturelle d'essayer de cacher l'argent, à tous les niveaux. Mis sous pression par tous ces scandales, le roi abdique en 2014. Son fils Felipe lui succède et, suite à l'affaire saoudienne, finit par renoncer à l'héritage de son père. Mais la colère gronde contre une monarchie que le rappeur Pablo Hasél estime héritée de la dictature de Franco, comme sur cette image qui illustre son clip. ¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real? Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español en televisión. La monarchie est une institution qui nous coûte des centaines de millions d'euros, qui devrait aller dans le financement des droits comme la santé, l'éducation, le logement, etc., mais qui sont dilapidés pour entretenir une famille que nous n'avons même pas élue, pour qu'elle puisse vivre dans le luxe à nos frais. Et en plus, ils exercent la répression afin d'empêcher que l'on divulgue tout ce qu'ils font. Nous avons interviewé Pablo Hasél à Madrid, quelques jours avant son entrée en prison. Après avoir été condamné une première fois en 2015 pour apologie du terrorisme, il a écopé le 16 février de 9 mois de prison pour injure à la couronne et aux forces de l'ordre. D'autres procédures en cours pourraient aggraver sa peine. Pour la première fois en Europe, un rappeur est incarcéré pour délit d'opinion. Un collectif de rappeurs lui rend hommage dans ce clip tourné à la prison Modelo de Barcelone. En la cárcel los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Avocat spécialisé dans la défense de militants et des 15 rappeurs poursuivis par la justice, dont Pablo Hasél, Juan María Olarieta défend une liberté d'expression qu'il estime violée en Espagne. À part le cas de Pablo Hasél, d'autres rappeurs ont aussi eu des condamnations fermes. Certains sont même en exil, dans l'attente de leur extradition en Espagne et de leur incarcération. Et quel est leur délit? Chanter. Ils sont condamnés à cause de leur démarche artistique critique envers les pouvoirs établis, la monarchie, etc. Le roi est intouchable, la banque est intouchable, l'Église catholique est intouchable, l'Espagne est le pays des intouchables. Pablo Hasél a choisi le bagne. L'alternative qu'il a refusée aurait été de partir en exil, comme Valtonyc, autre rappeur espagnol réfugié à Bruxelles et condamné à 3 ans et demi de prison pour injure à la couronne. J'ai longuement médité sur la question de l'exil. En partant d'une analyse politique, j'ai décidé de rester en Espagne. Car si on nous réprime, c'est pour tenter de réduire au silence notre message. Devant choisir entre la prison ou l'exil, j'ai choisi l'option donnant le plus de poids au message pour lequel j'ai démarré dans le rap. Ce qui va m'aider à supporter cette incarcération, qui sera probablement longue, c'est la conscience. Le fait de savoir que ce que je fais est une modeste contribution pour apporter des changements. C'est ce qui me donne de la force et du courage pour affronter toute difficulté, y compris la prison. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Je connais beaucoup de groupes qui me disent « Nous pensons comme toi, nous sommes aussi républicains, nous aimerions faire des chansons contre la monarchie, mais nous ne voulons pas finir en prison. » Ils ont réussi à nous imposer une autocensure qui nous empêche, par exemple, de faire plus de chansons contre la monarchie. Son entrée en prison est couverte par l'ensemble des médias internationaux. Des émeutes éclatent dans les principales villes d'Espagne. « 200 personnalités des milieux artistiques, dont le cinéaste Pedro Almodóvar et l'acteur Javier Bardem,
se mobilise pour sa libération. En Espagne, le débat se centre désormais sur la pertinence de la monarchie. Je ne suis pas monarchiste. Je ne suis pas prêt à défendre que l'on puisse hériter d'un État comme on hérite d'une maison ou d'un immeuble. Je crois fermement que tout pouvoir émane du peuple et qu'il doit se renouveler périodiquement. Dans ce sens, je suis républicain. Mais je suis accidentaliste. Et la monarchie nous a été bénéfique. En 1978, les Espagnols ont signé un pacte constitutionnel en vertu duquel, nous, les socialistes, nous avons accepté ce qui ne nous plaisait pas, la monarchie. D'un point de vue parlementaire, il est très difficile d'instaurer une république, surtout à cause des partis politiques qui dominent le Parlement et qui protègent la monarchie, en empêchant par exemple la création de commissions d'enquête pour des questions comme celle des dépenses de Juan Carlos à Abu Dhabi. Exilé depuis août 2020 à Abu Dhabi, le roi y vivrait désormais dans une somptueuse villa après avoir été logé dans le palace le plus luxueux de l'Émirat. À plus de 10 000 francs la nuit, cette dépense accentue la polémique sur ce comportement toujours aussi scandaleux. Le roi était obligé de partir. Ils l'ont mis à la porte. Donc il devait bien aller quelque part. Alors il a choisi un pays où le gouvernement l'apprécie et où il dispose d'une sphère privée qu'il ne pourrait pas avoir dans un autre pays. J'espère qu'il va rentrer dans son pays et qu'on oublie un peu toutes ces histoires et qu'on le laisse en paix parce qu'il a mérité. 37 ans de métier, vous savez, c'est pas agréable. C'est pas un métier très excitant de faire le roi. Enfin, pour qui n'a pas d'ambition. Voilà. Juan Carlos est dans une impasse. S'il rentre au pays, il devra s'expliquer face à la justice. S'il ne rentre pas, il risque de mourir en exil, perpétuant la malédiction de ses ancêtres. Tous les regards se tournent désormais vers son fils Felipe, roi d'Espagne depuis bientôt 7 ans. Saura-t-il vraiment se détacher de l'image de son père? Et saura-t-il préserver une monarchie dont l'image a été aussi sévèrement atteinte? Fidèle à sa règle d'objectivité, Temps Présent a bien sûr sollicité en vain une interview avec le roi Juan Carlos lui-même via le service de presse du Palais Royal. Nous avons également essuyé un refus de son avocat, des 2 procureurs espagnols en charge du dossier, ainsi que du procureur genevois, Yves Bertossa. Belle soirée et belle semaine, continuez à bien prendre soin de vous et à bientôt. Se faire expulser de son appartement, se retrouver sans toit, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pourtant ce qui arrive chaque année à des centaines de romans. Le processus peut être très rapide, un seul loyer de retard et la machine s'emballe. Une fois la résiliation de bail prononcée, le locataire est à la merci du bailleur, même s'il rattrape ses arriérés. Le Covid a précarisé de nombreuses personnes en Suisse et aggravé la situation.